Une entreprise française a été condamnée pour avoir financé des groupes terroristes en Syrie. Pas pour une opération secrète, pas pour de l'idéologie, pas pour de la politique, mais pour faire tourner une cimentière. Dit comme ça, on dirait presque un scénario absurde. Sauf que c'est l'affaire Lafarge. Parce que pendant que la Syrie sombrait dans la guerre civile, l'entreprise, elle, a continué de faire tourner une immense usine dans le nord du pays. Et pour ça, il a fallu payer. Payer pour circuler, payer pour continuer à produire. Et selon la justice, payer des groupes comme l'État islamique et le Front Al-Nosra. Récemment, le verdict est tombé. En France, l'entreprise a été condamnée pour financement du terrorisme. Plusieurs anciens dirigeants ont été condamnés, eux aussi. Et l'affaire est déjà rentrée dans l'histoire judiciaire des entreprises françaises. Aux États-Unis, Lafarge avait déjà plaidé coupable en 2022, lorsque le ministère de la Justice présentait comme la première poursuite d'une entreprise pour soutien matériel à des organisations terroristes étrangères. Le plus lourd dans cette affaire, ce n'est pas seulement le verdict, mais c'est le chemin qui y mène. Comment une multinationale en arrive à se raconter qu'elle protège un actif stratégique, alors qu'elle a déjà commencé à faire affaire avec la guerre? Pour comprendre l'affaire Lafarge, il faut revenir juste avant que tout bascule. En 2010, l'histoire ressemble encore à un pari industriel classique. Lafarge inaugure alors une immense cimenterie à Jalabia, dans le nord de la Syrie. Le groupe investit alors 680 millions de dollars dans ce site. Et il faut comprendre qu'à ce moment-là, la Syrie n'est pas du tout instable. Le groupe est dans une logique de développement industriel. Une grosse usine, un marché à prendre, un actif stratégique et poumon économique dans la région. Puis arrive 2011. Des manifestations éclatent contre le dirigeant Bachar al-Assad. La répression s'intensifie. Le pays se tend, puis se fracture. Et très vite, la Syrie glisse dans la guerre civile. Au début, pour une entreprise comme Lafarge, le danger n'apparaît pas encore sous la forme qu'on imagine aujourd'hui. Ce n'est pas tout de suite l'État islamique. D'abord, c'est l'instabilité. Les routes deviennent moins sûres. Le territoire commence à se morceler. Et autour de l'usine, l'environnement devient chaque mois de moins en moins normal. Puis, le conflit change de nature. En 2012 et 2013, des groupes armés contrôlent de plus en plus de zones. Les checkpoints se multiplient. Les flux deviennent plus compliqués. Ce n'est déjà plus un pays où tu fais tourner une usine normalement. C'est un pays dans lequel produire, acheter, vendre, circuler commence à dépendre de groupes armés. Et en 2013-2014, le décor s'assombrit encore. L'État islamique prend une place centrale dans le chaos syrien et irakien. Le conflit n'est plus seulement une guerre civile éclatée, c'est aussi un territoire déchiré, avec des groupes djihadistes qui contrôlent des zones entières, des routes, des ressources, des passages. À partir de là, tout devient absurde. Parce qu'au moment même où les États occidentaux commencent à rentrer dans la guerre contre l'État islamique en 2014, dont la France en 2015, Lafarge, elle, est toujours là, avec sa cimenterie au milieu du chaos. Et c'est ça qu'il faut garder en tête pour la suite. Au départ, il y a une usine flambant neuve, dans un pays présenté comme stable, puis le pays se défait morceau par morceau, et la guerre change la nature même de l'économie locale. Et Lafarge, au lieu de sortir rapidement du chaos, reste dedans. Le reste de l'affaire part de là. Et là, il faut regarder ce qu'est vraiment Jalabia. Ce n'est pas un site périphérique que tu peux fermer facilement. C'est une immense cimenterie, toute neuve. Pour rappel, 680 millions de dollars investis. Donc quand la Syrie commence à s'effondrer, Lafarge ne voit pas seulement un pays qui part en vrille, elle voit surtout une usine à 680 millions au milieu du chaos. Et c'est là que le piège commence. Parce que plus le pays s'abîme, plus partir coûte cher. Et plus partir coûte cher, plus rester peut sembler rationnel. À partir de là, tu ne regardes plus simplement la guerre, tu regardes ce que tu risques de perdre si tu pars. Et petit à petit, tu ne pilotes plus un actif, tu t'accroches à un actif. Le site n'est plus juste un investissement, il devient quelque chose qu'on veut sauver presque à tout prix. Et donc, une fois que tu as décidé de rester, le problème n'est plus le même. Le problème maintenant, c'est comment tu fais tourner une usine au milieu d'un territoire qui ne fonctionne plus normalement. Il faut faire passer des salariés, des camions, des clients, des matières premières. Sauf que dans ce décor-là, rien ne circule gratuitement. Les routes passent par des checkpoints, les zones changent de main, les carrières, les passages, les flux passent par le contrôle de groupes armés. Parce qu'au début, tu peux encore te raconter que tu gères un environnement de guerre. Puis, petit à petit, pour que l'usine continue à tourner, il faut payer. Payer via des intermédiaires, payer pour que les flux passent, payer aussi pour acheter des matières premières. Et, selon la justice américaine, à un certain stade, aller jusqu'à une forme de partage de revenus avec l'État islamique. À partir de là, tu n'es plus simplement en train de survivre dans le chaos.
Tu pactises. L'usine ne tient plus malgré la guerre. Elle tient parce qu'elle commence à faire affaire avec elle. Et là, il faut être très clair sur un point. Lafarge ne fait pas ça pour des raisons idéologiques. Il ne paie pas des groupes armés parce qu'il partage des idées avec eux. Il paie pour tenir. Tenir l'usine ouverte, tenir les flux, tenir les ventes, tenir un actif énorme au milieu d'un pays qui s'effondre. La justice américaine le dit clairement, le moteur de tout ça est économique. Protéger les profits, préserver des parts de marché. Autrement dit, ce que Lafarge croit acheter, ce n'est pas la guerre. Il cherche à acheter du temps. Quelques semaines de plus, quelques mois de plus, pour avoir la possibilité de continuer à produire. La possibilité de ne pas avoir à perdre un investissement colossal. Donc au début, tu te dis que tu gagnes du temps. Mais en réalité, tu payes pour que ton usine reste debout. Et quand ton usine tient grâce à ça, elle ne fonctionne plus seulement dans un pays en guerre, elle fonctionne avec la guerre. Là où l'affaire Lafarge devient beaucoup plus grave, ce n'est pas juste parce qu'il y a eu des paiements. C'est parce que, selon la justice américaine, ces paiements s'inscrivent dans quelque chose de beaucoup plus structuré, systématisé. Pour que l'usine continue à tourner, il ne suffisait pas de tenir dans un environnement dangereux. Il fallait faire passer les salariés, les clients, les fournisseurs. Il fallait faire rentrer des matières premières. Il fallait faire sortir le ciment. Et tout ça dans une zone où les routes, les checkpoints et certaines carrières étaient déjà sous le contrôle de groupes armés, notamment djihadistes. Et donc, selon le département de justice américain, Lafarge et ses filiales mettent en place un dispositif. Des intermédiaires, des paiements pour laisser circuler les flux, des achats depuis des carrières contrôlées par l'État islamique, et même à un certain stade, une logique de partage de revenus avec l'organisation sur les ventes de ciment. Et c'est là que l'affaire change de dimension. Ce n'est plus une entreprise qui verse de l'argent pour traverser une zone grise. Là, on arrive sur une activité industrielle qui continue grâce à des arrangements, des paiements et des flux opaques branchés sur des groupes djihadistes. La justice américaine décrit aussi des factures maquillées, des formulations trompeuses et des efforts pour rendre certains paiements moins visibles. Donc ce pourquoi Lafarge a été condamné, ce n'est pas simplement d'avoir géré la guerre, c'est d'avoir maintenu son activité en injectant de l'argent dans un écosystème contrôlé, en partie par l'État islamique et le Front al-Nosra. Et pour être juste, il faut dire quelque chose de très important. Je ne pense pas que Lafarge ait agi dans une logique de malveillance. Et je ne pense en aucun cas que les dirigeants se sont réunis autour d'une table en se disant « Allons financer des groupes terroristes ». La logique, elle est probablement beaucoup plus froide et plus banale que ça. Ils ont une usine énorme, des centaines de millions investis, un pays qui part en vrille totalement, des routes qui ne fonctionnent plus, des salariés sur place et des flux qu'ils essaient de maintenir. Et dans ce genre de chaos, une entreprise peut vite se raconter qu'elle ne fait pas de mal, qu'elle limite les pertes, qu'elle protège un actif, un poumon économique de la région, qu'elle essaie de tenir encore un peu. En fait, elle gère un enfer, tout simplement. Et c'est précisément pour ça que l'affaire est terrible. Parce qu'avec le recul que nous avons, c'est facile de leur jeter la pierre. Mais sur le moment, dans la logique interne de l'entreprise, tout peut se présenter comme une suite de décisions destinées à éviter le pire. Le problème, c'est qu'à force de vouloir limiter les pertes dans un chaos total, tu peux finir par accepter des choses que tu n'aurais jamais assumées à froid. Et c'est ça qui rend l'affaire Lafarge glaçante. Ce n'est pas une volonté de nuire au départ, c'est une logique de gestion qui dérape, jusqu'au moment où elle finit par financer ce qu'elle croyait seulement contourner. Et si cette affaire compte autant, ce n'est pas seulement parce qu'elle est choquante, c'est aussi parce qu'elle dépasse largement Lafarge. D'abord, sur un plan judiciaire, on parle d'un dossier très rare. En France, par exemple, c'est un cas historique. Une grande entreprise condamnée pour financement du terrorisme, avec plusieurs anciens dirigeants condamnés eux aussi. Aux États-Unis, le ministère de la Justice est allé encore plus loin. Il a présenté le plaidé coupable de Lafarge en 2022 comme la première poursuite d'une entreprise pour soutien matériel à des organisations terroristes étrangères. C'est une affaire qui marque un précédent. Et ce précédent marque quelque chose d'encore plus large. Quand une multinationale reste dans une zone de guerre, elle n'est pas seulement confrontée à un risque extérieur. Elle finit par devenir un acteur économique à l'intérieur même du chaos. Et c'est là que le dossier Lafarge dépasse de loin la Syrie, parce qu'il pose une question pour toutes les grandes entreprises qui se trouvent dans des zones instables. À partir de quel moment protéger un site, maintenir une activité ou limiter les pertes cesse d'être une stratégie de gestion et devient une faute pénale? L'affaire Lafarge ne raconte pas seulement le naufrage stratégique d'une entreprise, elle raconte quelque chose de plus dérangeant encore.
Le moment où une boîte continue à raisonner comme si elle gérait encore un problème industriel, alors qu'elle est déjà en train de se brancher sur la guerre. Au début, il y a une usine qu'on veut sauver. À la fin, il y a de l'argent qui circule vers ceux qui tiennent le territoire par la violence. Et entre les deux, il n'y a pas une rupture spectaculaire, c'est une continuité. Une suite de décisions qui, prises une par une, peuvent encore se raconter comme du pragmatisme. C'est ça qui fait peur. Pas seulement qu'une entreprise ait franchi une ligne, mais qu'elle ait pu la franchir en continuant à se croire rationnelle. L'affaire Lafarge, au fond, elle dit ceci. Dans certains contextes, vouloir continuer coûte plus cher que s'arrêter. Parce qu'à force de vouloir sauver l'activité, tu peux finir par perdre beaucoup plus qu'un actif. Tu peux finir par franchir l'inacceptable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et abonnez-vous, c'est important pour la chaîne. À bientôt.